Bien, voilà. Bonjour Isabelle. Rebonjour. Rebonjour. Alors, donc tu es avec un certain nombre de camarades qui sont là. Je vais peut-être commencer par d'abord te remercier d'avoir accepté l'invitation. Te présenter parce que les gens te connaissent. Enfin, on commence à ceux qui s'intéressent aux questions monétaires et économiques commencent à te connaître. Ceux qui sont aussi des lecteurs du Monde te connaissent aussi parce que tu as une chronique régulière sur le Monde. Et donc, tu es une économiste à Paris 1 et au CEPI et spécialiste des questions monétaires, bancaires et financières pour aller vite. Euh, Notamment, tu as beaucoup porté une proposition, donc avant même la crise actuelle, dans un texte de janvier, euh, une publication de l'Institut Veblen, tu as porté un dispositif de politique monétaire qu'on appelle la monnaie hélicoptère, ou le drone monétaire. Et donc, c'est aussi sur ce plan-là que je voulais qu'on t'entende, à la fois pour faire un petit peu le point des politiques monétaires et budgétaires, et puis en particulier pour que tu reviennes sur cet instrument tout à fait particulier, qui fait partie de ces instruments qui apparaissaient comme absolument invraisemblables et totalement hors du débat il y a quelque temps et qui aujourd'hui sont au cœur des discussions. C'est un peu comme l'effacement des dettes. Ça apparaissait vraiment comme des instruments que seuls des économistes très 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 positionnés dans des espaces très particuliers du champ académique pouvaient poser et qui aujourd'hui sont débattus à tel point que Christine Lagarde y répond et prend position là-dessus. Je laisse peut-être juste, avant de t'interroger, te poser donc un certain nombre de questions. Corinne, si tu veux dire un tout petit mot. Donc, Corinne Narasegui. Narassi, oui, bonjour. J'y arriverai jamais. C'est pas grave. Excuse-moi, Corinne. Je suis nulle. Je vous dis quelques mots puisque effectivement Olivier Faure et Boris Brello sont retenus cet après-midi à l'Assemblée nationale pour le débat sur le plan de déconfinement. Donc malheureusement, ils peuvent pas être avec nous aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, d'être avec nous. On a eu pas mal de discussions déjà avec d'autres économistes sur la question financière et monétaire, mais vous avez une spécialité particulière et vous avez fait des propositions précises et donc c'est important de pouvoir voir avec vous votre point de vue. Et sachant, comme je vais laisser Isabelle poser les questions précises, mais sachant qu'il y a du débat chez les économistes, mais il y a encore, on voit bien au niveau politique, des réticences au niveau européen, et donc aussi peut-être aborder la question de la réalité de la prise de décision de ce qui peut être décidé au niveau de la BCE, ce que sont les entraves au niveau du Conseil européen, ce que sont les entraves au niveau de la Commission, puisque la complexité des institutions européennes ne facilite pas les choses. Voir aussi peut-être pour qu'on comprenne mieux, parce que je pense que c'est assez technique, qu'est-ce qui se passe. La BCE, c'est au niveau de la zone euro. Est-ce que voilà, donc l'Union européenne, on n'a pas, tous les pays n'ont pas l'euro, donc quelles sont les conséquences par rapport à ces choses-là. Voilà, donc on puisse mieux comprendre ces questions pour nous qui ne sommes pas nécessairement des spécialistes de la question. Merci beaucoup. Je vais laisser Isabelle reprendre la main. On t'entend pas, Isabelle. On t'entend pas? Voilà, c'est bon. Voilà, on t'entend maintenant. C'est bon. Okay. Là, ça va. Première question, Isabelle, je voudrais que tu reviennes, que tu prennes un moment. Alors effectivement, on a sollicité pas mal d'économistes, donc bon, on commence à comprendre à la fois que la crise sanitaire ne sera pas simplement une crise sanitaire, mais que ça sera également une crise économique et sociale absolument majeure. Et donc que je voudrais que tu, sans revenir trop longuement là-dessus, je voudrais quand même que tu décrives et que tu
nous réexpliques, tu fasses un petit peu un état des lieux, non pas tant des politiques économiques qui ont été menées, en particulier par la France, parce que ça, je crois qu'on a, avec les auditions, bien perçu la logique qui était derrière, même si elle est incomplète, cette logique de mise en commun artificielle de l'économie, mais peut-être davantage les politiques monétaires qui ont été menées. Que tu expliques, que tu prennes un moment pour expliquer les politiques monétaires qui, jusqu'à présent, ont été menées et en les réinscrivant dans une histoire un petit peu plus longue, peut-être, de la politique monétaire, notamment en remontant à le type d'instrument qui s'est développé avec la crise de 2008 et surtout celle de la zone euro, et notamment avec cette histoire de quantitative easing. Donc nous en essayant d'expliquer aussi simplement que possible en quoi ça consiste précisément. Ce qui nécessite peut-être aussi que tu reviennes un tout petit moment sur la création monétaire, enfin une politique monétaire et la création monétaire. Parce que je suis pas sûre en fait qu'on ait tous clairement en tête ce que ça signifie. Voilà, donc si tu peux prendre première question là-dessus, aussi simplement que possible, parce qu'on n'est pas tous économistes, et donc et que c'est des choses très compliquées. Bon, d'accord. Je vais essayer de faire ça. Vous m'entendez bien? Ça va? Oui. Oui. Ouais. Okay. Je vais du mieux que je peux essayer de revenir au fil de l'exposé sur ces aspects de politique monétaire, notamment pour montrer que la réponse qui est apportée aujourd'hui, même si c'est une réponse prompte et massive, c'est du point de vue de ce qui s'est fait depuis une bonne dizaine d'années, en fait, depuis la crise financière, c'est pas quelque chose de radicalement nouveau. On n'est pas du tout dans l'innovation en matière de politique monétaire. On est simplement dans un cran au-dessus de ce qui s'est fait au cours des 10 dernières années. Donc je vais essayer de mettre ça un petit peu en évidence, mais ce que je voudrais aussi peut-être en préambule, et il me semblait qu'il y avait une attente quand on en avait discuté ensemble, Isabelle, il y avait une attente par rapport à ça. En préambule, montrer un peu, si vous voulez, les différentes dimensions de cette crise qui, au départ, est une crise sanitaire, qui s'est d'ores et déjà transformée en crise économique et qui potentiellement pourrait aussi se transformer en crise bancaire et financière. Et je crois qu'en fait, ce risque-là, c'est un risque à considérer dans les décisions à prendre en matière de politique monétaire. Et font comme au cours des décennies passées, je dirais, pas simplement les 10 dernières années, mais également celles qui avaient précédé la crise financière, la politique monétaire est conduite sans jamais considérer les risques qu'elle peut faire porter en matière de stabilité financière. Donc, en ce qui concerne la situation actuelle, donc on est dans une situation d'ores et déjà de crise économique induite par la crise sanitaire, puisque l'économie est mise à l'arrêt, et cette mise à l'arrêt potentiellement fait peser un risque de perte sur les bilans bancaires. Et je vais creuser un peu cet aspect-là. Si une crise bancaire et financière survenait, clairement, la crise économique serait redoublée. On n'est pas, si vous voulez, du tout dans le même schéma, évidemment, que lors de la crise financière de 2007-2008. En 2007-2008, on avait une situation de crise financière induite par des dysfonctionnements forts au sein du système financier qui ont débouché sur une crise économique. Là, on est dans un schéma de crise économique induite par une crise sanitaire, et cette crise économique peut entraîner une crise bancaire et financière. Et si la crise bancaire et financière survenait, alors, à son tour, eh bien, elle ferait redoubler la crise économique. Et là, on irait probablement au-devant d'une crise des dettes souveraines, parce que l'union bancaire qui a suivi
qui a suivi la précédente crise des dettes souveraines n'a sans doute pas été suffisamment ambitieuse dans sa mise en œuvre. Et l'un de ces volets qui va être crucial dans les mois à venir ou dans les années à venir, je dirais plutôt dans les mois à venir, c'est son volet de résolution, c'est-à-dire le volet qui permet en cas de difficulté bancaire d'organiser ces difficultés, d'organiser le démantèlement ou éventuellement la faillite de certains établissements. Et ce volet-là, eh bien, il n'est pas du tout calibré, taillé pour faire face à des défauts bancaires simultanés. Et donc, si on ne parvient pas en fait à bien organiser des défauts bancaires s'ils se présentent, alors eh bien on ira sans doute au-devant d'une crise des dettes souveraines. Donc je crois qu'il faut absolument pas négliger ce risque-là. Et donc j'avais envie en fait dans la présentation, mais encore une fois, je vais vraiment m'adapter et puis je vais essayer d'insister sur les mécanismes là de politique monétaire que vous attendez. Je ferai revenir, Isabelle, je te ferai revenir spécifiquement sur le risque de crise bancaire et de crise financière. Donc voilà, en t'interrogeant sur les questions de régulation, les limites des régulations qui ont été mises en place, on y reviendra parce que, mais on y reviendra. D'accord. En tout cas, on va y revenir tout à l'heure. À la question, une crise bancaire est-elle probable? On y reviendra pour dire que oui, c'est probable et qu'il vaudrait mieux l'éviter parce que si tel était le cas, eh bien, la situation deviendrait encore plus compliquée qu'elle ne l'est, ce qui n'est pas peu dire. Ensuite, on reviendra sur ces aspects si vous voulez pas les aborder maintenant. En ce qui concerne donc plus spécifiquement la politique monétaire qui est menée, est-ce que elle nous éloigne ou au contraire est-ce qu'elle augmente le risque justement d'un problème d'instabilité financière? Moi, je pense qu'elle l'augmente et elle l'augmente parce que, au fond, c'est une politique qui ressemble beaucoup à celle qui a été menée pour gérer la crise financière de 2007-2008 et qui consiste en fait à ajouter de la dette à la dette et qui par conséquent, eh bien, fragilise à l'excès les structures financières, accroît la vulnérabilité financière et nous place assez proche là d'un moment de retournement du cycle financier. Alors revenons peut-être sur cette politique monétaire et sur ses effets. Qu'est-ce qui a été décidé face à cette crise sanitaire? Eh bien, ce qui a été décidé, c'est de mobiliser les instruments qui avaient déjà été mobilisés pour faire face à la crise financière de 2007-2008. Donc, si j'essaie, si vous voulez, vraiment de résumer les choses le plus possible, eh bien, je dirais que d'abord les taux directeurs sont au plancher. Ils l'étaient déjà avant la crise sanitaire. Isabelle, un taux directeur. Alors, le taux directeur en matière de politique monétaire, c'est l'instrument majeur, d'accord, de la Banque centrale. C'est le taux auquel elle va prêter des liquidités aux banques. Vous savez que la Banque centrale, c'est en fait la banque des banques, ce qui signifie que les banques se refinancent auprès de la Banque centrale. Le taux directeur, c'est en fait le taux qui détermine le coût, si vous voulez, pour les banques de l'accès à la liquidité auprès de la Banque centrale. Donc, depuis avant la crise sanitaire, et ce taux a été maintenu, eh bien au même niveau, le taux principal de refinancement des banques est à 0. D'accord? Ça veut dire eh bien un accès gratuit à la liquidité de la Banque centrale dans le cadre de ses opérations principales de refinancement. Il y a
Mais là, je suis pas sûre que ce soit bien utile de rentrer dans ce détail pour vous. Mais sachez qu'en fait, au niveau de la Banque centrale européenne, il y a plusieurs taux directeurs. Il y a le taux directeur dont je viens de vous parler, qui détermine le coût d'accès à la liquidité, qui est le taux principal de refinancement, qui est à 0. Et ce taux, en fait, il est encadré par deux taux. C'est-à-dire qu'il y a un corridor autour de ce taux, avec un taux qui est en dessous, qui est un taux plancher et qui correspond normalement au taux auquel la Banque centrale rémunère les réserves des banques. Depuis un certain temps, ce taux est négatif pour inciter les banques à utiliser le plus possible leurs réserves sur le marché monétaire, parce que si elles les utilisent beaucoup, eh bien c'est censé dynamiser ensuite leur politique de crédit. Et puis il y a un taux plafond qui est le taux auquel les banques peuvent obtenir d'autres liquidités. Mais je pense que c'est pas la peine de préciser davantage. Donc premier instrument, si vous voulez, de cette politique monétaire de gestion de crise, celui qu'on avait auparavant, le taux directeur au plancher. D'accord, pour que les banques aient un accès gratuit, très facile à la liquidité. Ensuite, eh bien, étant donné que justement, dans le cas de la Banque centrale européenne, le taux directeur était déjà au plancher. La Banque centrale européenne n'a pas pu, comme la Fed ou la Banque d'Angleterre, abaisser son taux davantage au moment de la prise de conscience de la crise sanitaire. Et donc, elle l'a fait un peu indirectement en assouplissant davantage encore un certain nombre d'opérations de refinancement à plus long terme pour les banques. Ce sont des opérations qu'on appelle des LTRO ou encore des TLTRO quand il s'agit d'opérations dites ciblées, qui le sont pas tant que ça au fond, mais qui en fait conditionnent ce refinancement au maintien du crédit au bilan des banques. Alors, ce deuxième type d'instruments, les LTRO et les TLTRO, ce sont donc des refinancements à encore plus long terme pour les banques qui, dans le cas présent, s'effectuent à taux négatif, c'est-à-dire au taux des facilités de dépôt. Autrement dit, ça veut dire que les banques peuvent accéder à ces opérations en étant quasiment subventionné par la Banque centrale européenne. On ne le commente pas beaucoup, mais c'est quand même un aspect important des choses. Donc, vous voyez qu'entre le taux refi à 0 et puis ces programmes de refinancement LTRO, TLTRO qui se font à taux négatif, eh bien, l'accès des banques à la liquidité est immense, d'accord. C'est vraiment si vous me permettez d'employer une expression un peu vulgaire, mais qui permet de fixer les idées, en termes de liquidité pour les banques à la Banque centrale, c'est open bar, d'accord. Ensuite, eh bien l'autre instrument majeur de la politique monétaire de gestion de crise, eh bien c'est l'instrument auquel la Banque centrale européenne s'était résolu ou résigné à partir de 2015, c'est le fameux quantitative easing. Alors, ce qu'on appelle quantitative easing, ce sont des achats d'actifs, plus exactement des achats de titres obligataires, en grande partie des achats de titres de dette souveraine, c'est-à-dire des achats de titres de dette publique émis par les États. C'est très important évidemment dans le cas présent puisque ça facilite la politique budgétaire. Donc achat de titres de dette publique, mais dans ces programmes de quantitative easing, il y a également des achats de titres de dette privés permettant à des grandes entreprises qui se financent sur le marché obligataire, eh bien elles aussi de s'y financer un peu plus facilement, puisque quand elles émettent des titres sur le marché primaire, les investisseurs qui achètent ces titres sur le marché primaire savent que la Banque centrale européenne sera présente sur le marché secondaire, c'est-à-dire sur le compartiment où les titres précédemment émis sont revendus et rachetés. Et donc c'est un aspect important.
Marché primaire, marché secondaire, hein, c'est ça, parce que je sais Voilà. pas, je sais pas qui est derrière l'écran et donc quel est le degré de connaissance économique des gens qui sont là, mais Oui. hein, marché primaire, marché secondaire, donc c'est ce que tu viens d'expliquer, à savoir l'émission directe, l'achat direct ou l'achat, le rachat, Ouais. enfin. C'est vraiment important, en fait, de bien comprendre hein, ces notions, parce que il faut comprendre qu'en fait, quand la Banque centrale européenne ou quand les autres banques centrales, mais en particulier la BCE, intervient dans le cadre d'un programme d'achat d'actifs, donc dans le cadre de ce QE, pour acheter des titres de dette publique, elle ne les achète pas directement au moment où ces titres sont émis sur le marché primaire, elle les achète après coup, d'accord, lorsque ces titres sont revendus par ceux qui les ont achetés sur le marché primaire. Alors peut-être que ça peut se faire dans un laps de temps assez court, mais c'est quand même important, d'accord, de préciser hein, que la Banque centrale européenne n'intervient pas sur le marché primaire, mais sur le marché secondaire. Et ça permet de comprendre aussi que quand ces titres sont émis, eh bien, la Banque centrale européenne, bien sûr, n'interviendra qu'après coup. Ces titres sont achetés par des investisseurs de la zone euro, mais également des investisseurs étrangers, qui voudront ou ne voudront pas se séparer ensuite de ces titres. D'accord ? Ce qui veut dire, si vous voulez, que tous les titres de dette publique qui vont être émis hein, pour apporter donc pour mener la politique budgétaire dont on a besoin ne seront pas nécessairement tous acquis par la Banque centrale européenne. Dans le cadre de son programme de quantitative easing, la Banque centrale européenne a prévu d'acheter jusqu'à 750 milliards plus 120 milliards de titres de dette, surtout publics, mais également privés. Alors, pourquoi ces deux montants ? Parce qu'en fait, la réaction de la Banque centrale européenne au moment de la crise sanitaire s'est faite en deux fois. Il y a eu une première réunion du Conseil des gouverneurs à l'issue de laquelle, eh bien, ont été annoncées plusieurs décisions, le maintien des taux au plancher, des programmes LTRO, TLTRO et 120 milliards d'achats d'actifs. Les marchés ont assez mal réagi. Les marchés se sont cassés la figure avant même la conférence de presse commentant ces décisions, parce que 120 milliards d'achats d'actifs, ce n'était pas perçu comme un montant suffisant. Et donc, quelques jours plus tard, eh bien, nouvelle réunion, c'était le 18 mars, de la Banque centrale européenne, pour cette fois annoncer un quantitative easing massif de 750 milliards d'euros. Donc ça veut dire que en tout, hein, la Banque centrale européenne va émettre va émettre jusqu'à 750 plus 120 milliards d'euros, 870 milliards d'euros pour acheter des titres de dette. Elle émettra aussi de la monnaie de banque centrale pour prêter aux banques ce qu'elles demanderont hein, dans le cadre des demandes de refinancement et dans le cadre des programmes de LTRO et de TLTRO. J'insiste sur cela parce que quand on va évoquer tout à l'heure la monnaie hélicoptère, souvent, si vous voulez, la monnaie hélicoptère est raillée, caricaturée en disant mais la monnaie hélicoptère, c'est la planche à billets. Le quantitative easing, les LTRO, les TLTRO, c'est aussi la planche à billets. D'accord ? Il faut bien comprendre que dans le cadre de ces achats d'actifs, dans le cadre des refinancements, la Banque centrale crée de la monnaie. D'accord ? La Banque centrale, c'est précisément le créateur de liquidité ultime. C'est-à-dire que pour acheter des actifs, pour prêter aux banques, la Banque centrale crée de la monnaie. Hein, c'est le même mécanisme finalement de création monétaire que celui des banques commerciales lorsqu'elles créent la monnaie de banque commerciale, c'est-à-dire la monnaie qui circule dans l'économie. Ce sont, si vous voulez, on dit pour les banques commerciales, on dit les crédits font les dépôts. C'est-à-dire que une banque commerciale crée de la monnaie en octroyant des crédits. Eh bien, faisons le parallèle avec la Banque centrale. La Banque centrale crée de la monnaie de banque centrale exactement de la même façon. Ce sont les créances qu'elle crée, qu'elle origine, même si l'anglicisme est moche, qui font
en fait la monnaie de banque centrale. Et qu'est-ce que la monnaie de banque centrale? Eh bien, ce sont les réserves que les banques détiennent auprès de la banque centrale. Ce sont, si vous voulez, les dépôts des banques auprès de la banque centrale. D'accord? Les dépôts, enfin la monnaie qui circule dans l'économie, c'est quoi? En grande partie à 90%. Ce sont vos dépôts, les miens dans les banques commerciales. La monnaie de banque centrale, c'est en grande partie les réserves, c'est-à-dire les dépôts des banques à la banque centrale. D'accord? Et puis il y a un élément commun, et le seul élément commun entre les deux, entre la monnaie de banque commerciale et la monnaie de banque centrale, ce sont les billets. Mais ça, c'est 10% de la masse monétaire au sens large qui circule dans la zone euro. D'accord? Je ferme cette parenthèse, mais c'est un aspect important. Ne pensez pas que la proposition alternative de monnaie hélicoptère que l'on développera tout à l'heure soit une façon nouvelle de créer de la monnaie de banque centrale. D'accord? C'est juste une façon différente de transférer la monnaie de la banque centrale. Ça ne signifie pas créer plus ou créer moins, d'ailleurs, de la monnaie de banque centrale. La banque centrale, à l'heure actuelle, eh bien, crée de la monnaie pour acheter des actifs ou pour prêter aux banques. D'accord? Donc, ça, c'est un aspect important. Tout ça vient s'articuler au plan d'aide commun décidé de manière un peu laborieuse au sein de l'Eurogroupe, un plan de 500 milliards d'euros qui articule le mécanisme européen de stabilité, un dispositif de prêt garanti par la Banque européenne d'investissement, et puis un instrument qui a été proposé par la Commission européenne pour aider au financement du chômage partiel. Et vient s'articuler aussi à tout cela, eh bien, des plans budgétaires nationaux plus ou moins importants selon les pays et dont vous avez déjà parlé. Donc, la réponse de politique économique au sein de la zone euro, c'est celle-ci. C'est une politique monétaire ultra accommodante avec des taux au plancher, des programmes de refinancement de long terme à taux négatifs et du quantitative easing pour 860 jusqu'à 870 milliards d'euros et côté plan commun budgétaire, eh bien les 500 milliards de plans de soutien de l'Eurogroupe, articulant donc le mécanisme européen de stabilité, le dispositif de prêt garanti de la BEI et l'instrument de la Commission européenne pour aider au financement du chômage partiel et pour financer aussi également le secteur de la santé. Alors, si je développe un peu l'appréciation de cette politique monétaire. Je vous ai dit tout à l'heure, est-ce qu'une telle politique monétaire constitue déjà est-ce que ça constitue la bonne réponse et puis Isabelle, peut-être que tu peux différer ce moment-là. D'abord zoomer sur risque bancaire, risque financier. D'accord. Et après, au moment où tu présenteras, je te poserai une question sur les différents types de politique monétaire, et donc c'est peut-être à ce moment-là que tu pourras reprendre la partie évaluative de ce descriptif que tu viens de faire. Donc là, peut-être deuxième temps, reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, des risques dans le secteur bancaire, et c'est particulièrement important pour un pays comme la France avec des établissements aussi importants dans notre économie qu'un certain nombre de banques françaises. Donc le risque bancaire et le risque financier, hésite pas aussi à éclairer ce que c'est en fait qu'une crise bancaire et ce que c'est qu'une crise financière. Si tu veux, c'est les mots tout le monde entend, mais en fait, tu vois, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se passe et donc voilà, et qu'est-ce qui s'est passé notamment sur le secteur financier. On a vu au tout début de la crise
apparaître des mouvements d'une brutalité incroyable, hein, ce qui fait qu'un certain nombre d'entre nous ont demandé la suspension des marchés, ce que on n'aurait jamais imaginé faire, hein, mais il y a eu quelques jours où c'était tellement puissant, où la panique était tellement puissante qu'on se disait que ça allait continuer. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça a pu se passer, voilà, revenir à la fois sur les risques les fragilités du secteur bancaire et du secteur financier, et donc les risques qui sont en germe dans ces deux secteurs et qui peuvent faire contamination, comme tu le disais tout à l'heure, et aggraver la crise économique. D'accord. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que au moment de la crise financière de 2007-2008, c'est la crise financière qui avait des retombées économiques très négatives, d'accord. Et une crise bancaire et financière, ça a toujours des retombées. Enfin, ça a toujours, en tout cas, lorsqu'il s'agit d'une crise dite systémique, c'est-à-dire d'une crise qui devient véritablement globale, qui s'empare du secteur tout entier et qui ainsi a des répercussions économique, eh bien, généralement, si vous voulez, c'est une crise qui devient coûteuse parce que les banques remplissent des fonctions tout à fait clés dans l'économie. Elles gèrent les dépôts, les moyens de paiement qui vont avec. Elles sont censées être au cœur du financement de l'économie. Et donc, lorsqu'il y a crise bancaire, eh bien, il y a potentiellement une paralysie au niveau de la gestion des moyens de paiement et surtout un problème de rupture de financement. Et c'est comme si à un moment donné, eh bien, l'économie, l'investissement dans l'économie n'était plus du tout irrigué par les acteurs qui sont censés, en temps normal, l'irriguer le plus. Donc c'est toujours extrêmement coûteux. En outre, eh bien, c'est compliqué de laisser tomber des établissements bancaires lorsqu'il s'agit d'établissements dits systémiques, parce que si on laisse tomber un établissement systémique, comme par exemple on avait laissé tomber Lehman Brothers aux États-Unis, eh bien le risque c'est qu'il entraîne dans sa chute de nombreux autres établissements du secteur, et donc il y a des effets de propagation, de contagion qui deviennent énormes. Et donc ça veut dire que quand une crise bancaire menace, eh bien généralement il faut que les États se mobilisent pour sauver un certain nombre d'établissements. C'est extrêmement coûteux en termes de fonds publics. Il y a toujours, si vous voulez, ce fonctionnement assez désagréable dans le cas du secteur bancaire, qui est que en temps normal, quand ça va bien, les banques privatisent leurs gains, et puis quand ça va mal, eh bien elles socialisent leurs pertes, d'accord. Et bon, c'est là aujourd'hui encore, hein, c'est ce qu'on va sans doute observer, et c'est même qu'on commence à observer au niveau d'établissements, au niveau d'entreprises également non financières. D'accord, que les États doivent aujourd'hui se mobiliser pour aider. Donc, les crises bancaires sont extraordinairement coûteuses au niveau économique, en termes de fonds publics, et il faut généralement se mobiliser, élever des digues et prévoir des dispositifs pour y parer. Alors, on va revenir sur ces dispositifs qui ont certes été renforcés depuis la crise financière de 2007-2008, mais peut-être pas autant qu'il l'aurait fallu. Dans le cas présent, la contamination des bilans bancaires, elle pourrait emprunter plusieurs canaux. On l'a dit, on a une crise sanitaire qui induit une crise économique qui potentiellement peut dégénérer en crise bancaire et financière. Alors, comment est-ce qu'on peut passer justement de la crise économique à la crise bancaire dans le cas qui nous intéresse? Eh bien, avec la crise économique, avec l'économie à l'arrêt, un certain nombre d'entreprises vont voir significativement chuter leurs recettes, vont se trouver à court de liquidité et vont sans doute avoir des difficultés de paiement et de remboursement. Ainsi,
eh bien, le risque de défaut des clients emprunteurs des banques va augmenter. Ça veut dire que les banques vont vraisemblablement se retrouver avec une part en augmentation de créances dites douteuses ou de prêts non performants, c'est-à-dire de prêts qui ne seront pas complètement remboursés ou qui ne seront pas du tout remboursés. Donc ça, c'est un premier vecteur de contamination. Ces défauts de paiement, ces défauts de remboursement qui malgré les garanties données par l'État. Alors, bien sûr que les garanties viennent limiter cela, je vais y venir. Là, j'essaie d'éclairer les canaux par lesquels ça peut passer. Donc après, on verra que tout ce qui vient aider l'économie, les entreprises, toutes les garanties qui sont apportées vont effectivement permettre de limiter ces vecteurs de contamination. Mais si vous voulez, en posons déjà ce par quoi ça peut passer, ça peut passer donc la crise bancaire pourrait passer par une augmentation du risque de défaut des clients emprunteurs. Ça pourrait passer également par une augmentation du risque de moins-value financière ou des pertes de valeur des titres que les banques détiennent. D'accord. Depuis le début de la crise sanitaire, les marchés financiers sont extrêmement on va dire chaotique, perturbé. Il y a eu des chutes assez fortes. Certains d'ailleurs ont dit que la crise financière avait de ce fait déjà commencé. Bon, je pense qu'on a eu pour le moment des épisodes de krach financiers avec de fortes chutes supérieures à 10% sur certaines séances. On est peut-être vraiment au bord du moment d'un moment de retournement du cycle financier. On n'est pas sans doute pas encore complètement dans un moment de crise financière, mais ça pourrait ne pas tarder. En tout cas, certains titres perdent de la valeur, en particulier bien des titres boursiers, d'accord, qui perdent de la valeur. Les banques détiennent des titres, c'est pas la majeure partie de leur bilan, mais elles ont, les grands établissements vont avoir une part de titres plus importante que les plus petits, d'accord, mais en moyenne, si vous avez à peu près 20% de titres au bilan des banques, ça peut constituer un vecteur aussi de difficulté. C'est-à-dire que si ces titres perdent de la valeur, le bilan des banques se dégrade. D'autant que les titres qui sont détenus par les banques pour être ensuite revendus sur des marchés sont des titres qui doivent être enregistrés à leur valeur de marché. Et donc, quand la valeur de marché de ces titres baisse, mécaniquement, le bilan de la banque se dégrade. Donc, vous voyez, j'ai évoqué un premier risque, en fait, en hausse, le risque de ce qu'on appelle dans le jargon prudentiel le risque de crédit, c'est-à-dire le risque de non-remboursement de crédit. Le deuxième risque qui augmente, ce sont les risques de marché liés à la détention de titres et plus largement d'ailleurs aux activités de marché des banques. Si les marchés se cassent la figure, ces activités vont être source d'exposition aux risques plus grandes et donc potentiellement de pertes. Et puis il y a un troisième risque également que les superviseurs prennent en compte et qui est en train d'augmenter dans la situation présente. C'est un risque un peu fourre-tout qu'on appelle le risque opérationnel. Ce risque opérationnel, c'est notamment un risque lié au fonctionnement des réseaux informatiques bancaires, à tous les dispositifs de sécurité qu'il faut mettre en place. Bon, bien sûr, si vous voulez, dans cette période de crise sanitaire, tous les réseaux informatiques, en particulier celui qu'on utilise, sont davantage sollicités. Les banques aujourd'hui sont des industries de réseaux, et ce ne sont plus des réseaux de guichets en dur, ce sont des réseaux informatiques très denses. La sollicitation plus grande de ces réseaux avec une fourniture de services en ligne encore plus importante qu'à l'accoutumée fait monter le risque opérationnel puisque risque de panne, risque d'erreur humaine, risque éventuellement de piratage. Donc tout ça aussi peut amener à des pertes. C'est pas le risque le plus important. Les plus importants sont ceux que j'ai mentionnés juste avant. Mais il y a, si vous voulez, ces trois risques majeurs, risque de crédit, risque de marché, risque opérationnel, qui sont en train d'augmenter et d'exposer les banques donc à des pertes potentielles.
Ça, c'est du côté de l'actif de la banque, c'est du côté de ses activités, du côté du passif, c'est-à-dire là où on enregistre ses ressources. Est-ce que il pourrait y avoir des phénomènes précipitant une crise bancaire? Dans les années 30, eh bien, il y avait eu des ruées au guichet. Je pense que ça, c'est plus tellement d'actualité. Même pendant la crise financière de 2007-2008, les ruées au guichet, il y en a pas eu tellement. Alors certes, vous me direz, il y en a eu quelques-unes un peu plus plutôt pendant la crise des dettes souveraines en Grèce, ainsi que à Chypre. D'accord, il y en a eu une aussi au guichet de la Northern Rock en 2008. Mais aujourd'hui, les ruées, comme on appelle cela, elles se font plus au guichet des banques, elles se font plutôt sur le marché interbancaire ou entre les banques et leurs créanciers professionnels, qui sont constitués d'autres banques, de fonds d'investissement, d'assurance, et qui, s'ils sont à court de liquidités, eh bien, peuvent aller retirer précipitamment leurs fonds auprès des banques où ils ont leur compte. Donc ça, c'est pas impossible. Cela étant, ce risque-là, qu'on appelle un risque d'illiquidité, parce que c'est le risque que la banque se retrouve à court de liquidité pour servir ceux qui viennent lui demander de retirer leur liquidité. Ce risque-là, je pense que c'est un risque qui est complètement contenu en fait par justement l'accès à la liquidité de la Banque centrale dont on a parlé tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup plus à craindre en fait du côté du risque de perte à l'actif des banques que du côté de ce risque d'illiquidité. Encore une fois, l'accès sans limite à la liquidité de la Banque centrale européenne éloigne ce risque d'illiquidité. En revanche, si tu me laisses encore 2-3 minutes pour évoquer ce risque d'insolvabilité, ce risque à l'actif, eh bien, il y a plus d'incertitude parce que ça va dépendre à la fois en fait des pertes auxquelles les banques vont faire face et de leur capacité à les absorber. Alors, les pertes qu'elles vont enregistrer, soit au niveau de leur activité de crédit, soit au niveau de leurs activités de marché, ça va dépendre de l'intensité de la crise économique engendrée par la crise sanitaire. Tu évoquais tout à l'heure les plans d'aide, d'accord, les plans budgétaires, les garanties apportées par les États au crédit des entreprises notamment. Eh bien, tout ça, effectivement, vient réduire ou vient essayer en tout cas de réduire l'intensité de la crise. Et tout ce qui vient réduire l'intensité de la crise devrait normalement limiter les pertes que les banques vont enregistrer. Les superviseurs en ce moment sont plutôt aussi, je dirais, dans la perspective de faire en sorte que les banques puissent elles-mêmes apporter le plus grand soutien possible à l'économie par des facilités de crédit, par des reports d'échéance de prêts, de façon à ce que leurs clients disposent de la liquidité dont ils ont besoin, qu'ils fassent moins défaut et donc qu'in fine, eh bien, les banques soient exposées à moins de pertes. D'accord, les superviseurs sont un peu dans ce pari-là, ce qui les amène en fait à lâcher du lest en matière de supervision. Ils ont appelé les banques quand je dis ils, c'est la Banque centrale européenne qui est le superviseur des banques dites d'importance dans la zone euro. Ça, c'était un des volets de l'union bancaire qui a fait de la Banque centrale européenne le superviseur de la zone euro. Et donc la Banque centrale européenne, comme l'autorité bancaire européenne, ont appelé les banques à utiliser pleinement leur coussin de fonds propres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les banques enregistrent des pertes, mécaniquement, la valeur de leurs fonds propres va baisser. Normalement, elles doivent respecter un ratio réglementaire de fonds propres qui a été rehaussé depuis la crise financière de 2007-2008, qui se situe à 10,5% en pourcentage des actifs risqués. Ça, c'est le minimum réglementaire. Et puis, il est venu s'ajouter à cela, eh bien, un coussin de fonds propres supplémentaires dit
contracyclique pour essayer justement d'ajouter un peu d'exigence de fonds propres quand le cycle financier s'emballe et pouvoir le regonfler quand au contraire eh bien il y a des difficultés comme aujourd'hui. Donc quand les superviseurs disent aux banques utilisez pleinement vos coussins de fonds propres, ça veut dire quoi? Ça veut dire n'hésitez pas à abaisser le niveau de vos fonds propres au niveau de la contrainte réglementaire si vous avez de la marge, si vous êtes au-dessus, et ne cherchez pas à reconstituer trop rapidement vos fonds propres, parce que si les banques, si vous voulez, lorsqu'elles constatent une diminution de leurs coussins de fonds propres, cherchent à les reconstituer aussitôt, eh bien, ça les amène normalement à vendre des actifs pour pouvoir réduire la part de dette à leur bilan, et ça les amène ainsi eh bien à alimenter les baisses de prix d'actifs. Donc il y a une justification assez forte au niveau de cette décision des superviseurs de lâcher un peu de lest au niveau des fonds propres pour que les banques pour que les banques en fait n'accentuent pas, si vous voulez, les baisses de prix d'actifs par des ventes qu'elles seraient amenées à faire pour renforcer leur ratio de fonds propres. Donc ça se justifie. Mais d'un autre côté, le fait d'autoriser ainsi les banques à puiser dans leurs coussins de fonds propres, à les utiliser pleinement, eh bien, ça se traduit aussi par une moindre capacité des banques à absorber des pertes. Donc, ça risque de peser un petit peu. Et je voudrais juste vous donner quelques ordres de grandeur, quelques chiffres sur la capacité d'absorption des pertes des banques, fonction donc du niveau de leurs fonds propres. En fait, grâce aux réformes post-2008, les coussins de fonds propres au bilan des banques sont accrus. Et si on regarde en fait la part des fonds propres en pourcentage des actifs risqués au bilan des banques, on a un ratio de 15% observé. D'accord ? La contrainte réglementaire, elle est de 10,5 et les banques européennes sont à 15% en moyenne. Ça semble plutôt confortable pour absorber les pertes. Le problème, c'est que quand on regarde la part des fonds propres comme ça, on la regarde en pourcentage des actifs risqués. Et qui mesure le risque des actifs ? Eh bien, les banques elles-mêmes, avec leurs modèles internes. Il y a une autre façon d'évaluer la part des fonds propres au bilan des banques. Vous m'entendez toujours ? Moi, je coupe mon micro, mais oui, on t'entend. D'accord, ok. Donc, il y a une autre façon d'évaluer les fonds propres au bilan des banques, c'est de les regarder simplement en pourcentage du total des bilans, en pourcentage du total des actifs. Et quand on fait ça, au niveau des banques européennes, eh bien, qu'est-ce qu'on constate ? On constate un ratio de fonds propres qui correspond en fait réglementairement à ce qu'on appelle le ratio de levier. Et quand on regarde ce ratio de levier observé, celui qu'on peut mesurer au bilan des banques, il est de 6%. La contrainte réglementaire en la matière, elle est de 3%. D'accord ? Donc les banques sont largement au-dessus. Mais 6%, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, si les pertes des banques dépassaient 6% de la valeur de leur bilan, alors, eh bien, ça épuiserait totalement leurs fonds propres. Et si les fonds propres se trouvaient épuisés, alors, eh bien, potentiellement les banques seraient en faillite et il faudrait aussitôt mobiliser les dispositifs de résolution. Est-ce que 6% des pertes dépassant 6% de la valeur des actifs bancaires, c'est beaucoup, pas beaucoup? Bien, juste pour que vous ayez un ordre de grandeur, le bilan agrégé des banques européennes, c'est 34 000 milliards d'euros, avec à peu près un tiers de crédit à la clientèle. D'accord ? Eh bien, il suffirait qu'un crédit sur 5 ne soit pas remboursé pour que les fonds propres des banques européennes tombent à zéro.
D'accord. J'ai utilisé ce petit exemple, ce petit calcul de coin de table dans ma chronique de ce week-end dans le Monde, en insistant sur le fait que c'est vraiment du crash test de coin de table, d'accord. C'est très simple. C'est pas la simplicité de l'exercice là qui doit effrayer, c'est plus, si vous voulez, vraiment son caractère très très optimiste, parce que je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que le risque de crédit qui augmente, il y a aussi les risques de marché, il y a le risque opérationnel. Et là, juste en considérant qu'un crédit sur 5 ne serait pas remboursé, vu l'ampleur de cette crise et les pertes potentielles les pertes potentielles que la crise entraîne. Bon, un crédit sur 5, c'est pas énorme, si vous voulez, hein. Donc ça veut dire que on pourrait vraiment voir ça parce que si on se ramène un crédit sur 5, si on est un peu en dessous de 20%. Alors 20%, si vous comparez 20% au taux de prêt non performant actuel au bilan des banques européennes. Bon, certes, c'est bien au-dessus, hein, parce que ces prêts non performants, en moyenne, ont largement diminué depuis la crise financière de 2008. Mais si vous regardez par exemple la part des prêts non performants au bilan des banques italiennes, il y a encore quelques années, on était à 18%. D'accord. Donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de tout à fait réalisable. Si donc des pertes étaient suffisamment conséquentes pour épuiser les fonds propres, que se passerait-il? Eh bien, il faudrait mobiliser des dispositifs de résolution. Les dispositifs de résolution, c'est le deuxième volet de l'union bancaire. Vous savez qu'à la suite de la crise des dettes souveraines de 2010-2012, a été décidé enfin l'union bancaire, qui aurait dû venir accompagner l'union monétaire dès 1999, mais ça ne s'est pas fait comme ça. Il a fallu la crise des dettes souveraines pour envisager enfin cette union bancaire. Elle a consisté en 3 volets, cette union bancaire. Un volet de supervision, avec la mise en place d'un mécanisme de supervision unique, plaçant la Banque centrale au cœur de la supervision des banques de la zone euro, avec donc supervision directe par la BCE des grandes banques de la zone euro. Deuxième volet résolution, celui dont je vais dire un mot. Et troisième volet, toujours pas terminé, un volet de garantie des dépôts mutualisé, unique. Et ça, on n'y est pas encore. Il n'y a que des garanties des dépôts qui sont harmonisées au niveau national pour le moment. Alors, juste un mot sur ce dispositif de résolution. Non, parce que je voudrais t'appeler sur les autres sujets. Comment? Je te dis rapidement parce que je voudrais qu'on aille sur la suite. Ouais, très rapidement, ça doit mobiliser les créanciers. Une fois que les créanciers prennent un petit peu des pertes, 8% des pertes, on peut faire appel à un fonds de résolution. Et si ça ne suffit pas, eh bien, il faut de nouveau mobiliser les États nationaux ou au niveau européen, éventuellement le mécanisme européen de stabilité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, s'il y a des difficultés bancaires, eh bien, on mobilisera les dispositifs de résolution. Ce dispositif de résolution, via le fonds de résolution, ne pourra apporter à l'heure actuelle que 40 milliards d'euros. D'accord, ce qui sera très insuffisant pour venir aider, admettons, plusieurs établissements en même temps. À cela pourrait venir s'ajouter une mobilisation du mécanisme européen de stabilité, mais on ne sait pas du tout combien est-ce que ce mécanisme européen de stabilité serait capable d'apporter spécifiquement pour les banques. Alors a priori, le chiffre qui circule, c'est autour de 60 milliards d'euros. C'est très insuffisant aussi. Il y a des propositions qui évoquent la nécessité de mobiliser au moins 200 milliards d'euros. Et donc, je termine là-dessus pour ce point. Si, en fait, dispositif de résolution plus MES ne suffisent pas, alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Eh bien, il faudra mobiliser davantage de ressources publiques européennes et nationales.
Et auquel cas, eh bien, on assistera de nouveau, sans doute, à un cercle vicieux entre la prise en charge du risque bancaire par les États, augmentant le risque souverain, augmentant à son tour le risque bancaire, d'accord? Donc ce cercle vicieux qui était au cœur de la crise des dettes souveraines de 2010-2012, eh bien pourrait ressurgir. Je crois que c'est un épisode qu'il ne faut pas oublier, c'est un épisode qu'on aurait voulu ne plus revoir, et notamment l'union bancaire a été mise en place pour essayer de défaire ce cercle vicieux, mais sans doute pas mise en place de façon suffisamment ambitieuse. Et donc le risque aujourd'hui, c'est que si cette crise économique dégénère en crise bancaire, eh bien c'est que cette crise bancaire en fait nous amène à une crise, à une nouvelle crise de dette souveraine. Et sachant que la politique monétaire qui est menée, eh bien, ajoute de la dette à la dette, ajoute de la dette publique à la dette publique, elle aussi renforce le risque de crise de dette souveraine. Donc, je pense que il faut vraiment, si vous voulez, être très vigilant sur la gestion de crise actuelle, parce que en fait, si la réponse paraît forte et prompte aujourd'hui, il me semble que le risque à terme, c'est qu'elle réenclenche une crise des dettes souveraines qui pourrait être tout à fait fatale à la zone euro. D'ailleurs, Voilà. D'ailleurs, c'est peut-être en train d'arriver là en ce moment, parce que je regardais tout à l'heure les spreads, ils sont en train. Donc les spreads, c'est les différentiels de taux d'intérêt sur les dettes souveraines, c'est-à-dire sur les dettes des États. Et les spreads sont en train de repartir dans des proportions absolument effarantes. Voilà, j'ai regardé ça tout à l'heure. Je sais pas si tu as eu le temps de regarder, mais visiblement c'est en train de repartir. Donc on comprend que les investisseurs attendent l'étape suivante de la politique européenne. Alors arrivons sur l'étape suivante. Allons-y directement parce que tu as déjà parlé des problématiques de dette souveraine. Enfin, je pense que c'était implicite dans ton propos, mais donc peut-être dernière question, parce que le temps passe très très rapidement, et je voudrais que ceux qui sont derrière l'écran, s'ils le souhaitent, puissent poser des questions. Mais donc dernière question, donc pour faire face à ces risques que tu viens de dénoncer et de rappeler, donc, au-delà des instruments de politique monétaire que tu as présentés, qui ont été utilisés, il y a d'autres instruments qui sont sur la table, notamment donc les fameux Corona Bonds, la problématique de l'effacement des dettes, et puis la problématique, enfin la solution que toi tu proposes, qui est de la monnaie hélicoptère, mais alors dans un sens qui est pas celui, je pense qu'il y a beaucoup de malentendus autour de ça, parce que la monnaie hélicoptère, enfin tu vas nous l'expliquer, mais toi dans ton acception, tu vois deux temps, et selon les deux temps, les destinataires de cette monnaie, donc déversée, c'est à la fois les États et puis ensuite les ménages et les entreprises. Donc monnaie hélicoptère pour toi c'est beaucoup plus générique que ce que certains disent parfois en ne parlant de monnaie hélicoptère que sur ces financements affectés aux ménages. Donc retrace, et puis peut-être aussi la proposition donc qui a été soutenue par le Parti socialiste récemment, qui est la proposition donc espagnole, donc qui est d'un mécanisme de dette perpétuelle. Donc c'est pas de l'effacement de la dette, c'est de la dette perpétuelle. Donc mais assez vite, parce que donc je te demande un exercice un peu difficile, mais assez vite, et surtout en insistant sur les arguments qui font que, selon toi, la monnaie hélicoptère apparaît comme l'instrument qu'il faut privilégier, monnaie hélicoptère entendue au sens général dans lequel tu le prends. Ouais. Donc la question clé, d'accord, c'est comment financer les États aujourd'hui dans le cadre de la politique monétaire, quel financement apporter aux États pour leur permettre
de piloter au mieux leur politique budgétaire, de mobiliser toutes les aides dont l'économie a besoin. Alors, bien sûr, la politique monétaire actuellement menée facilite le financement des États. Mais quel est le mode choisi? On l'a dit tout à l'heure, en fait. J'ai un écho. Je sais pas si vous avez un écho vous aussi. Ça va? Non, ça va. Bon, donc actuellement, la politique monétaire facilite le financement des États par des achats d'actifs sur les marchés secondaires. D'accord? Donc ça, c'est la solution actuelle, achat de titres de dette des États membres, donc achat de titres de dette nationaux sur les marchés secondaires par la Banque centrale européenne. Bon, certains qualifient ce mode-là de monétisation de la dette publique. Moi, j'y vois pas tellement en fait une monétisation parce que ce sont donc des achats de titres de dette remboursables, d'accord? Donc ça veut dire que la dette des États va augmenter et ça pose la question de savoir si cette augmentation en pourcentage de l'évolution du produit intérieur brut sera soutenable. D'accord. Et ça, eh bien, rien n'assure en fait qu'elle le sera. Bon, en tout cas, ça c'est le premier, le premier mode et c'est le mode actuel. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre solution? L'autre solution, ce serait que la Banque centrale achète des titres de dette mutualisés, achète effectivement des Corona Bonds ou des Eurobonds. Mais on le sait, eh bien, l'Eurogroupe, alors à travers notamment la voix des Allemands et des Néerlandais, s'est prononcé en défaveur de cette option-là. C'est dommage parce que des achats de titres de dette mutualisés, eh bien, permettraient de limiter, alors sans doute pas de l'écarter complètement, mais en tout cas permettrait de limiter le risque d'insoutenabilité de la dette. Quand la dette est mutualisée, eh bien, le risque de défaut est également mutualisé. D'accord? Alors, bien sûr, si vous voulez, il faut s'entendre aussi sur ce qu'on appelle un risque de défaut souverain, parce que généralement, ce qu'on rétorque à cela, c'est que de toute façon, les États n'ont pas à rembourser leurs dettes concrètement. Alors c'est vrai, les États, en règle générale, n'ont pas à rembourser leur dette au sens strict parce que la dette, ils ne la remboursent pas, ils la roulent. Et qu'est-ce que ça veut dire, rouler une dette? Ça veut dire qu'en fait, quand une dette arrive à échéance, une nouvelle dette est souscrite pour rembourser la dette passée. Mais encore faut-il pouvoir rouler la dette de cette manière. C'est-à-dire encore faut-il que les conditions du marché en termes de taux et puis en termes de volume de dette accepté, permettent aux États de rouler leur dette. Rien ne dit que à l'horizon de quelques années, eh bien les dettes qui auront été souscrites dans le contexte de cette crise sanitaire seront soutenables. Encore une autre solution possible, eh bien, des achats de titres de dette perpétuels par la Banque centrale. Donc ça, c'est la proposition espagnole. Alors, qu'est-ce qu'une dette perpétuelle? Eh bien, c'est une dette qui, pour le coup, concrètement, si vous voulez, n'est jamais remboursée. D'accord? Ou c'est une dette avec une maturité infinie, qui n'est donc jamais remboursée. Donc ça peut contribuer aussi à réduire le risque d'insoutenabilité parce que dès le départ on sait que c'est une dette qui n'aura pas à être remboursée. Bon, cela étant, c'est pas non plus une dette quand même qui écarte complètement le risque d'insoutenabilité parce qu'elle va venir quand même dégrader les ratios de dette publique. Alors, ce qui pourrait venir limiter le risque d'insoutenabilité, ce sont des décisions d'annulation de dette de la part de la Banque centrale européenne. D'accord? Donc vous avez bien compris là les solutions alternatives. Il y a ce qu'on fait actuellement, achat de titres de dette nationaux, ça c'est ce qui se fait dans le cadre des programmes d'achat d'actifs.
L'autre solution alternative, ce serait des achats de titres de dette mutualisés avec des eurobonds ou des corona bonds, mais l'Eurogroupe ne veut pas. Troisième solution, achat de dette perpétuelle, proposition espagnole qui, à mon sens, rencontrera à peu près au sein de l'Eurogroupe les mêmes obstacles que ceux qui se sont exprimés pour la dette mutualisée et qui limite un peu le risque d'insoutenabilité mais ne l'écarte pas complètement. Alors ce qui permettrait éventuellement, si on veut absolument rester dans le cadre actuel, ce qui permettrait de limiter le risque d'insoutenabilité de la dette, c'est-à-dire ce qui empêcherait, si vous voulez, les ratios de dette publique exprimés en pourcentage du produit intérieur brut de se dégrader considérablement, enfin c'est-à-dire d'augmenter de manière explosive, ce serait des décisions d'annulation de dette. Alors, la Banque centrale européenne pourrait par exemple décider d'annuler une partie des dettes publiques passées, d'accord, des dettes qu'elle détient déjà. Donc ça, ce serait une solution. Est-ce qu'elle en détient une proportion suffisante pour que ça ait vraiment un impact significatif? Ce n'est pas sûr du tout. Ce qu'elle pourrait également décider éventuellement, c'est d'annuler les dettes qu'elle aura achetées dans le contexte de la crise sanitaire. Donc ça, c'est possible, mais ça, elle va pas le déclarer maintenant. C'est une sorte de cartouche qu'elle garde en cas de situation problématique, en cas de menace de crise de dette souveraine. Alors certains économistes ont fait des propositions intéressantes. Vous avez entendu Laurence, je crois, Laurence Cialom, et par exemple, elle propose de conditionner des annulations de dettes à des investissements dans la transition écologique. Donc ça, c'est une bonne idée, c'est vraiment intéressant. Le souci, c'est que si ces annulations de dettes sont décidées dans un contexte de crise, dans un contexte de menace de crise de dette souveraine, je suis pas certaine, en fait, qu'on sera véritablement en mesure d'imposer une conditionnalité de cet ordre-là. Donc, voilà, si vous voulez, des alternatives qui, je dirais, pourraient très bien s'opérer dans le cadre actuel sans du tout remettre en question le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. D'accord ? Donc, à traité constant, les alternatives qui viennent d'être évoquées seraient tout à fait envisageables, mais la plupart d'entre elles, vous l'avez déjà constaté avec les eurobonds, se heurtent à de très fortes réticences au sein de l'Eurogroupe, à des blocages énormes venant essentiellement des Allemands et des Néerlandais. Alors il y a une autre solution qui est plus radicale et qui se heurterait aussi, à n'en pas douter, à beaucoup de résistance au sein de l'Eurogroupe et qui, en outre, ne peut se penser qu'en dehors du cadre. D'accord. Alors, pour certains, c'est rédhibitoire, le fait de penser en dehors du cadre. Quand je dis penser en dehors du cadre, c'est-à-dire penser finalement en dehors de ce qu'autorisent les traités. D'accord. Pour certains, c'est rédhibitoire de penser de cette manière-là. Moi, il me semble, si vous voulez, que dans la situation actuelle, qui est une situation de rupture, eh bien, il faut raisonner hors cadre aussi. Et c'est important, d'accord. Il faut raisonner hors cadre. Et si, au fond, il y a un moment pour faire évoluer les traités, je crois que c'est le moment présent. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'interdire de penser à des solutions qui, pour le moment, ne sont pas recevables dans le cadre du traité actuel, mais qui, par la force de la crise, pourraient le devenir. Et cette solution, eh bien, c'est une solution de monétisation des dépenses publiques. Alors, vous avez peut-être entendu que le quantitative easing, c'est de la monétisation. Non, le quantitative easing, c'est pas de la monétisation au sens où, par monétisation, il faut entendre un transfert direct de monnaie centrale et sans contrepartie au Trésor. D'accord ? Et ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que si la Banque centrale transférait au Trésor des États membres les
les montants, par exemple des montants identiques à ceux qui sont prévus dans le cadre des achats d'actifs, mais transférer ces montants sans attendre de remboursement. Eh bien, on aurait là, si vous voulez, à la fois de quoi véritablement libérer les politiques monétaires, c'est-à-dire de quoi mener des politiques monétaires sans contrainte, donc de quoi répondre à la crise sanitaire au plan budgétaire sans contrainte, et surtout sans élever le risque d'insoutenabilité de la dette publique, sans dégrader les finances publiques. Donc, ça me semble être la solution véritablement adaptée à cette phase d'urgence. Et cette solution de monétisation des dépenses publiques, elle s'inscrit dans la proposition que j'ai formulée dans la note Veblen du 17 avril, qui actualise la proposition du mois de janvier que tu as mentionnée. Donc effectivement, au mois de janvier, avec mes co-auteurs, nous faisions une proposition qu'on avait qualifiée de drone monétaire, et qui visait essentiellement à améliorer l'efficacité de la politique monétaire en s'affranchissant du canal de transmission des banques et des marchés financiers. Il s'agissait de transférer un montant mensuel de monnaie centrale aux ménages. Alors, bien sûr, là, dans la situation actuelle, en situation de crise sanitaire, il faut repenser tout cela. Ça n'aurait aucun sens, par exemple, aujourd'hui, d'effectuer un transfert aux ménages de la zone euro, alors qu'on est en plein confinement et que on peut pas dépenser grand-chose. Donc, dans le cadre de la crise sanitaire, comment faire évoluer cette proposition? Eh bien, de la manière suivante, en fait, en distinguant plusieurs temps. Le premier temps, c'est le temps actuel, c'est le temps de l'urgence sanitaire dans le confinement. L'État pilote l'aide et la Banque centrale, eh bien, doit financer directement les États sans attendre de remboursement. Autrement dit, le premier temps, eh bien, c'est le temps de la monétisation de la dépense publique. C'est me semble-t-il la solution la plus adaptée au financement des mesures actuelles, et c'est sans doute aussi une modalité de financement dont on reparlera lorsque on sera confronté non pas à des problèmes de crise sanitaire, mais à des problèmes de crise climatique. Et pour le financement de la transition écologique, eh bien la monétisation des dépenses publiques, c'est sans doute quelque chose qui doit être considéré. Le deuxième temps, c'est le temps de la fin du confinement, de la sortie du confinement. On ne sait pas dans combien de temps, d'accord. Est-ce que ce sera dans quelques semaines, dans quelques mois? On ne sait pas trop. Et à ce moment-là, eh bien, ce qui aurait du sens en fait pour réamorcer rapidement l'activité économique sans défaut de transmission, eh bien, ce serait de transférer directement de la monnaie centrale à la fois aux ménages et aux entreprises pour qu'on ait une augmentation quasi immédiate de la dépense globale. Alors bien sûr, une partie de ces sommes ne serait par exemple pas dépensée par les ménages, mais même en supposant que les ménages ne dépensent que la moitié des sommes transférées, sachant que dans cette deuxième phase, en sortie de confinement, eh bien, si on transfère de la monnaie centrale aux ménages et aux entreprises, là, il s'agira plus simplement, si vous voulez, de compenser des pertes. Il va s'agir vraiment de réamorcer l'activité. Et donc, ces sommes-là, elles auront des effets d'entraînement. Elles auront un effet multiplicateur. Effet multiplicateur que ne va pas du tout avoir, en l'occurrence, la politique budgétaire actuelle, puisque la politique budgétaire actuelle, c'est une politique budgétaire qui compense des pertes et qui comble des manques à gagner. Donc, et c'est pour ça qu'il faut pas la financer par la dette et qu'il faut la financer par une monétisation, parce que les conditions de remboursement de la dette ne seront pas réunies. Mais en revanche, dans la deuxième phase, dans la phase de sortie de confinement, là, il y aura vraisemblablement des effets d'entraînement. Donc un effet multiplicateur. Et même si on prend vraiment le bas de la fourchette des effets multiplicateurs tels qu'ils sont évalués dans un certain nombre d'études empiriques, en supposant que
simplement la moitié des sommes transférées soient dépensées et qu'il y a un effet multiplicateur, admettons, de 2, c'est le bas de la fourchette, eh bien ça signifie que si on transfère 100 de monnaie centrale, on se retrouvera avec 100 d'augmentation de dépenses globales. Et ça, ce serait vraiment un instrument de politique monétaire extrêmement puissant pour réamorcer l'activité. Ce serait pas un instrument pérenne, d'accord ? Il s'agirait pas d'en faire le nouvel instrument de la politique monétaire. Il s'agirait de mobiliser cet instrument vraiment pour obtenir ce réamorçage. Et une fois qu'on arrive à ramener le niveau de l'inflation, l'inflation au niveau de la cible de la Banque centrale européenne, on cesse le transfert et la politique monétaire reprend son cours normal avec le maniement des taux directeurs. Alors, est-ce que vous voulez un mot sur les ordres de grandeur? J'entends pas. Je t'entends pas. À chaque fois, je coupe mon micro, donc mais vraiment vite parce que qu'on ait le temps de te poser des questions, vraiment, voilà, très très vite. Okay. Donc, en sortie de confinement, quels seraient les ordres de grandeur? En zone euro, il y a 288 millions de personnes de plus de 15 ans, d'accord? Eh bien, si on versait 200 € mensuels pendant, admettons, un an, d'accord, à chacune de ces personnes, on serait un petit peu en dessous de 60 milliards d'euros par mois de monnaie centrale. Est-ce que c'est quelque chose de complètement fou? Non, absolument pas, puisque quand par exemple la Banque centrale européenne avait décidé de lancer son quantitative easing en 2015, eh bien le montant qu'elle avait décidé d'acheter chaque mois à partir de 2015, c'était précisément 60 milliards de titres de dette. Donc, c'est quelque chose de tout à fait dans les cordes de la Banque centrale européenne. En ce qui concerne les entreprises, ça aurait pas de sens de verser aux entreprises un petit montant mensuel. En revanche, ça aurait du sens de verser aux entreprises un forfait, d'accord, en une fois, pour aider notamment les très petites entreprises à, par exemple, reconstituer leur stock, ou au moins reconstituer leur trésorerie. Imaginons que on leur verse 10 000 € en une fois, ça équivaudrait à 3 mois de quantitative easing de 2015. Donc c'est vraiment, si vous voulez, ce sont des montants qui sont tout à fait réalisables. Je pense qu'il va y avoir des questions sur le côté uniforme de ces transferts. D'ores et déjà, ce que je vous dis, c'est que il est important en fait que ces transferts soient uniformes et non ciblés, parce que c'est pas à la Banque centrale européenne de décider qui doit recevoir et qui ne doit pas recevoir. D'accord? Ça, c'est du ressort des États, c'est du ressort de la politique budgétaire. La monnaie hélicoptère, là, telle que je viens de vous la décrire, dans ses différentes destinations, donc de manière beaucoup plus large que ce que généralement on présente. Donc, destination dans un premier temps aux États, puis ensuite aux entreprises et aux ménages. J'ai perdu, je sais plus ce que je voulais vous dire. J'ai perdu mon fil en disant ça. Bon, tant pis. Je suis désolée, j'ai perdu le fil. Tant pis. On te reposera on reviendra sûrement. Oui, c'était sur l'uniformité. C'était sur l'uniformité, donc il faut vraiment que ce soit, si vous voulez, un montant uniforme et non ciblé, parce que cette monnaie hélicoptère-là, c'est un instrument monétaire et non pas un instrument budgétaire. Donc c'est vraiment sous l'angle de la politique monétaire qu'il faut la considérer. Et l'atout majeur, c'est que ça n'élèverait pas ça n'élèverait pas la dette publique. Alors je sais qu'il y a pas mal de questions autour de ce point-là. J'essaie de vraiment d'y répondre autant que possible dans la note Veblen du 17 avril dernier. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à lire.
Je l'ai transmis sur la liste. J'ai transmis l'article avec Aurore Laluc du Nouvel Obs et ta dernière note. Avec Aurore, c'est vraiment avec Aurore ce qu'on avait résumé dans la chronique, dans la tribune du Nouvel Obs, c'est-à-dire un dispositif en 2 temps, avec monétisation des dépenses publiques dans le premier temps, et puis dans le deuxième temps, transfert de monnaie centrale aux ménages et aux entreprises quand il sera temps de réamorcer l'activité économique. Merci. Alors, on va ouvrir les questions. Je crois que Vincent Duchossois a une question. Oui, bonjour. Alors, j'ai raté un petit peu je m'en excuse, le début de l'audition, mais en même temps, ma question porte plutôt sur la fin et sur la proposition de monnaie hélicoptère ou de drone monétaire. Donc, alors, de fait, avec votre précision à la fin, vous avez un peu déminé la question que j'allais poser, qui portait justement sur le ciblage ou non de l'argent qui est versé, voilà, des transferts, merci. Puisqu'effectivement, je vous rejoins sur le fait que il y aurait un problème de légitimité démocratique à ce que la Banque centrale, décide de qui sont les allocataires, etc. Et par ailleurs, elle le refuserait probablement. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de non-conditionnalité dans la mesure, est-ce que toutes les entreprises, par exemple, méritent d'être, j'imagine que c'est un argument aussi de toute façon qu'on pourrait objecter. Est-ce que Total, est-ce que Shell, est-ce que des entreprises comme ça méritent d'être aidées, ou est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui des outils, mais qui passent plus probablement effectivement par l'arme budgétaire que par l'arme monétaire, mais est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui des outils qui nous permettraient d'être plus fins dans les fonds que l'on débloque et que l'on verse, pour les cibler justement, par exemple, dans un objectif de transition écologique, ou d'orienter en fait la reprise dans un sens plus éthique, plus souhaitable, etc. Et donc, et pourquoi ce serait pas mieux de procéder comme ça, en fait, quoi. Comment voulez-vous que je fasse? Est-ce que vous voulez que je réponde au fur et à mesure? Tu réponds au fur et à mesure. Oui, vas-y, réponds. Au fur et à mesure, d'accord, ok. Bon, merci beaucoup pour vos remarques. Donc, ciblage ou pas de ciblage, donc il faut un transfert, a priori, si vous voulez, il faut vraiment un transfert uniforme, et non pas un transfert ciblé, parce que sinon on serait plus dans le cadre d'un instrument de politique monétaire, on marcherait sur les plates-bandes de la politique budgétaire. D'accord? Donc, il s'agit vraiment de voir cette monnaie hélicoptère comme un instrument permettant d'améliorer l'efficacité de la politique monétaire. Alors, dans un premier temps, pour venir s'articuler en fait à la politique budgétaire, en tout cas pour permettre de faciliter au mieux le financement des États, et dans un deuxième temps, pour réamorcer sans délai, sans problème de transmission, les effets pour réamorcer l'activité économique, pour transmettre au mieux les effets de la politique monétaire. Donc c'est vraiment un instrument monétaire. C'est pas du tout un instrument qui vient remplacer un instrument budgétaire, ou même qui viendrait remplacer, une protection sociale, une aide sociale. C'est pas du tout. Ça n'a pas vocation. Alors, ça n'a pas vocation à constituer, si vous voulez, une aide sociale, un instrument de protection sociale. En revanche, ça a vocation à corriger les effets, je dirais, antidistributifs de la politique monétaire au cours des 10 dernières années. Parce que si on regarde les effets distributifs des politiques, de la politique monétaire, notamment donc mobilisant largement le quantitative easing. En fait, quand la BCE fait des achats d'actifs,
quels effets ça a essentiellement? Ça a pour effet d'augmenter les prix d'actifs et ça a pour effet de diminuer les taux longs. D'accord? Ça, ce sont vraiment les deux effets attestés par les études empiriques. À qui ça profite? Ça profite à ceux qui détiennent des actifs financiers, des actifs immobiliers, qui voient la valeur de ces actifs augmenter. Ça, en l'occurrence, pas les plus pauvres, d'accord? Et puis, ça profite aussi aux entreprises qui ont les moyens de se financer sur le marché obligataire à taux plus bas. Mais ça ne profite ni aux ménages modestes, ni aux petites entreprises qui, elles, doivent se financer auprès des banques. Et si les banques ne relaient pas correctement le soutien dont elles bénéficient auprès de la Banque centrale européenne, si elles ne relaient pas ce soutien auprès de leurs clients, les petites entreprises, elles ne profitent pas beaucoup, d'accord, d'une politique monétaire très accommodante. Donc c'est vraiment, si vous voulez, en fait, cet instrument de monnaie hélicoptère a vocation à transmettre beaucoup plus largement et de manière beaucoup plus uniforme les effets de la politique monétaire, plutôt que de voir ces effets concentrés sur un petit nombre d'acteurs, et en fait largement d'ailleurs concentrés aussi simplement au sein de la sphère bancaire et financière. Donc il s'agit vraiment de faire redescendre les effets de la politique monétaire dans l'économie réelle et de distribuer le plus largement possible ces effets, alors qu'ils ont été au cours des 10 dernières années largement concentrés. Quant à la question de la conditionnalité que vous évoquez, alors verser, admettons, 10 000 € en une fois à toutes les entreprises de la zone euro. Bon, de toute façon, par définition, de par le caractère uniforme de ce transfert, ça profiterait beaucoup plus aux toutes petites entreprises qu'aux grandes. D'accord? Parce que 10 000 €, ça va avoir beaucoup d'importance pour ma caviste qui souffre de la situation, qui a beaucoup souffert de la situation actuelle, et ça aura évidemment aucune importance pour Total. D'accord? Donc il s'agit bien, si vous voulez, de par l'uniformité, de toute façon, la valeur relative du transfert sera plus importante pour les petits que pour les grands. Après, la conditionnalité dont vous parlez, je pense qu'elle est intéressante dans le cadre, par exemple, de la politique budgétaire. C'est-à-dire que rien n'empêche de poursuivre un peu plus longtemps le transfert de monnaie centrale sans contrepartie aux États, pour que les États aient davantage les mains libres au niveau de la politique budgétaire, et qu'eux-mêmes appliquent les conditionnalités que vous évoquiez. D'accord? C'est-à-dire que ils aident certaines entreprises en contrepartie de certaines conditions, comme une implication plus forte dans la transition écologique, ou bien que ça amène certains États à prendre des participations, pourquoi pas, donc ça permet aux États de prendre des participations dans des entreprises, et qu'ils puissent ainsi orienter en partie la gestion de cette entreprise. Donc ça, c'est tout à fait envisageable, mais dans le cadre de la politique budgétaire qui pourrait être facilitée par la monétisation des dépenses publiques, c'est-à-dire par une monnaie hélicoptère à destination des États. Ça répond Vincent, à vos questions? Vincent? Oui, non, je comprends bien l'idée en particulier enfin, l'uniformité qui fait que la valeur relative fait que ça profite pas au même, voilà. Et vous avez répondu aussi sur l'aspect monétaire, budgétaire, donc ouais, pas de... Mais du coup, moi, je vais en remettre une couche. Moi, je vais en remettre une couche parce que moi, j'entends parfaitement ton point même si Olivier Blanchard, a fait un papier hier ou avant-hier. Donc, pour ceux qui sont pas économistes, donc c'est un macroéconomiste qui a été chief économiste du FMI, non, à un moment, qui est un macroéconomiste d'obédience, on va dire, plutôt d'obédience quand même
pas de politique d'austérité systématique et un peu, en caricaturant beaucoup, keynésien. Et selon lui, là, il ne voit pas à terme de risque sur l'insolvabilité. Donc du coup, Il voit pas de risque d'insoutenabilité des dettes publiques, mais il est en fait quand tu regardes sa tribune, Attends. il est pas non plus complètement certain. Et puis d'ailleurs, Non, il ferait pas une. Enfin, quand même, il est. En tous les cas, c'est pas pour l'instant. Enfin, moi, je le lis comme ça, c'est pas pour l'instant. Mais moi, je te dis, moi, j'entends ton point de, on peut pas quand même. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut envisager, qui est cette problématique de l'insoutenabilité, de l'insolvabilité. Donc effectivement, c'est là où des politiques monétaires alternatives trouvent leur sens. Et c'est vrai que je pense que la problématique de l'effacement des dettes, même si, à mon avis, on la traite de manière complètement systématique, c'est-à-dire que c'est un effacement global des dettes. Non, on peut peut-être imaginer qu'on efface partiellement les dettes, uniquement celles qui sont détenues par la BCE. Donc à partir du moment où on invente des trucs, on pourrait imaginer des trucs comme ça. Mais mettons ça de côté. Donc je comprends ton point d'aller jusqu'à la monétisation, parce que toutes les autres options, encore une fois, à part l'effacement des dettes, toutes les autres options restent dans cette problématique et restent confrontées à cette problématique de l'insolvabilité. Mais ce que je ne comprends pas, et c'est là où d'une certaine manière je rejoins la question de Vincent, c'est pourquoi on ne se limiterait pas à la monétisation. C'est-à-dire pourquoi ce deuxième temps où tu ne passes plus par l'instrument budgétaire, qui est quand même l'instrument qui est le plus... Le deuxième temps, le deuxième temps, c'est effectivement un instrument alternatif de politique monétaire pour améliorer l'efficacité de la politique monétaire, mais ça vient absolument pas. Non, tu ne te limites pas. Alors je vais le dire comme ça, c'est pas que j'ai bien compris que tu voulais pas renoncer à toute politique budgétaire, mais pourquoi tu ne te limites pas à de la politique budgétaire financée donc par de la monétisation, ce qui t'écarte la problématique des dettes, financée par de la monétisation, quitte à ce que cette politique budgétaire soit mieux tuyautée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et je prends le cas de la situation française. C'est vrai que quand on va dans le 93 ou même dans plein d'autres parties du pays, on a des gens qui sont en train d'être en situation de faim donc il est clair qu'il faut renforcer les dispositifs de soutien à une partie de la population, comme il faut absolument renforcer les dispositifs de soutien aux PME et aux TPE, et qu'il faut vraisemblablement mener beaucoup plus fortement que nous ne l'avons fait jusqu'à présent le combat. Enfin, je dis ça, c'est pas du tout, mais c'est un nous collectif, c'est pas les députés européens, loin s'en faut, parce que je sais qu'ils font le boulot, mais de se battre au niveau de Bruxelles de manière à ce qu'on puisse différencier notre politique de soutien aux entreprises et que on n'ait pas systématiquement le coup près de vous pouvez pas agir de manière préférentielle sur un type d'entreprise selon sa taille, voilà, qu'on puisse cibler les aides, mais des aides qui, encore une fois, passeraient par de la politique budgétaire financée par de la monétisation. Et tu vois, c'est ce deuxième temps de l'abonné hélicoptère, ménage et entreprise, dont profondément, je ne vois pas l'efficacité par rapport à une politique budgétaire renforcée et mieux ciblée. Alors, est-ce que je peux te répondre? Bien sûr, j'y compte bien. Alors, en fait, la politique économique, moi, je la pense toujours en termes de policy mix, d'accord? C'est-à-dire en termes de combinaison d'instruments et en termes de combinaison
d'instruments monétaires dans le cadre de la politique monétaire, avec des instruments de la politique budgétaire. Et d'ailleurs, dans ce mix politique monétaire, politique budgétaire qui viennent s'articuler, je mets aussi dans ce mix un troisième bras ou une troisième pièce au puzzle avec ce qu'on appelle la politique macro-prudentielle, c'est-à-dire une politique de prévention des déséquilibres financiers. Pourquoi? Parce que en matière de politique économique, il faut au moins autant d'instruments que d'objectifs. Quels sont les objectifs au niveau de la politique économique? Déjà, l'objectif, bien sûr, c'est la stabilité, c'est la stabilité économique. Et ça, je veux bien te rejoindre sur l'idée que pour la stabilité économique, pour essayer d'amener la production à son niveau potentiel et d'arriver à minimiser le chômage, je veux bien te suivre sur l'idée que pour cela, l'instrument le plus efficace, c'est la politique budgétaire. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme objectif? Il y a la stabilité monétaire. D'accord. Et la stabilité monétaire, je pense que dans le cadre de cette crise, c'est quelque chose qui va être important. Par stabilité monétaire, on entend la stabilité à la fois au niveau intra-zone euro et au niveau externe, la stabilité de l'euro. Donc au niveau intra-zone, la stabilité monétaire, c'est quoi? C'est la stabilité des prix. Faire en sorte qu'il n'y ait pas un dérapage majeur de l'inflation, et au niveau extérieur, c'est la stabilité du taux de change de l'euro. Ça, c'est pas tellement en ce qui concerne la Banque centrale européenne, c'est pas un objectif. Mais en revanche, la stabilité monétaire interne, c'est un objectif important. Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller parce que certes, il y a des facteurs structurels très forts qui, depuis maintenant facilement 20 ans, 25 ans, arriment l'inflation à un niveau bas. Donc il y a vraiment une tendance déflationniste assez, il y a des forces déflationnistes assez importantes. Mais on est face à une crise inédite qui associe à la fois un choc d'offres et un choc de demande. Il se peut très bien que la production soit durablement paralysée et que même en sortie de confinement, on ait du mal en fait à remobiliser l'appareil productif et que la demande finalement soit capable de réagir plus vite que l'offre. Auquel cas, on verrait apparaître des tensions inflationnistes. Donc la stabilité monétaire, en fait, dans les deux scénarios envisageables, qui sont des scénarios très différents, mais que l'on soit dans un scénario de déflation du fait d'une dépression qui s'auto-alimenterait, ou que l'on soit au contraire dans un scénario de stagnation de la croissance, mais s'accompagnant de situations de pénurie et donc de tensions inflationnistes, dans ces deux scénarios-là, la stabilité monétaire va avoir tout à fait son importance. Ça veut dire que l'instrument monétaire va avoir son importance. Et encore une fois, la monnaie hélicoptère, c'est un instrument monétaire. Alors je sais que dans les critiques assez caricaturales qui lui sont opposées, certains y voient quelque chose qui ferait totalement déraper l'inflation. Mais non, en fait, certes, ça permettrait dans une situation déflationniste d'obtenir une augmentation plus rapide de l'inflation, mais si précisément on conditionne les transferts de monnaie hélicoptère au niveau de l'inflation, eh bien une fois qu'on atteint la cible d'inflation, on arrête le transfert. Et donc la monnaie hélicoptère aux États, la monnaie hélicoptère aux ménages et aux entreprises, c'est véritablement un instrument de pilotage de l'inflation. Et ça permettrait surtout, alors si on est vraiment dans un contexte déflationniste, de réamorcer très vite l'activité. Ce que ne serait pas la politique de monétisation? Alors, si, en fait, la monétisation, c'est vraiment, si tu veux, la monétisation, je pense que c'est la partie financement de l'État par la Banque centrale permettant de faciliter au mieux la politique budgétaire. Donc c'est vraiment le volet financement, c'est le volet financement de la politique, financement
de la politique budgétaire. C'est ça, en fait. C'est ce qu'apporte la monétisation. La monétisation facilite le financement de la politique budgétaire sans l'exposer à un risque d'insoutenabilité de la dette. Mais en revanche, ensuite, pour obtenir un effet rapide de transmission de la politique monétaire et pour essayer de ramener l'inflation à la cible de la Banque centrale, la monnaie hélicoptère aux ménages et aux entreprises, ça me semble être un bon instrument, en tout cas un bien meilleur instrument que la poursuite du QE ou la poursuite des LTRO pour essayer de transmettre les effets de la politique monétaire à l'inflation et à l'activité. En fait, oui, c'est quand tu introduis ta troisième cible en termes de politique éco, qui est celle du tuyautage de l'inflation, que tu décolles de la monétisation pour rajouter ce truc-là. C'est pour avoir un instrument supplémentaire, en fait, c'est ça. Oui, ouais, tout à fait. Donc là, j'entends le point. Et sur alors je sais pas je vois pas d'autres questions, donc du coup j'en profite. Moi, sur la question, sur ton pari sur le risque inflationniste ou déflationniste, toi, ton pari, c'est quoi? Indépendamment des effets de politique de monnaie hélicoptère, ton pari, c'est quoi? Tu es plutôt sur un pari inflationniste ou déflationniste? Je te demande de faire des trucs impossibles qui est de la prévision, donc je sais bien, mais qu'est-ce que tu vois plutôt? Sincèrement, je sais pas. Je pense que les deux scénarios sont possibles. À mon sens, quand même, la force dépressive est tellement grande que je miserais plutôt sur un scénario déflationniste, avec toutefois peut-être des tensions inflationnistes sur certains produits, en particulier les produits alimentaires. Mais sinon, surtout avec sur le prix du pétrole, ce qui est. Oui, alors en plus ça, c'est une force déflationniste extrêmement forte, effectivement. Alors je sais pas si ça va durer, mais. Ouais, tout à fait d'accord. Donc bon, je pense pas que les salaires vont augmenter énormément, donc ça aussi, ça va rester quand même une force inflationniste, sinon une force de stabilité des prix. Ensuite, on va plaider en ce sens-là. Tu imagines bien, il va y avoir des débats parce que c'est toujours, il y a toujours des débats complexes. Enfin, ces dernières années, il y a toujours eu des débats complexes sur l'augmentation du SMIC et ses effets différenciés, y compris en interne et à l'intérieur de la gauche. C'est quelque chose qui a toujours eu lieu, mais je pense quand même que c'est un sujet qui va remonter fortement chez nous, de la même manière que la réduction du temps de travail. C'est quelque chose qui va remonter. Je pense qu'il faut qu'on reprenne fortement, surtout avec une droite aussi aveugle qu'elle l'est en ce moment et qui, j'entendais encore Abad ce matin, je sais pas si tu l'as entendu, qui était mais vraiment dans toutes les antiennes les plus caricaturales de la droite la plus caricaturale, quoi. Donc il faut remettre les gens au boulot, il va falloir un effort collectif. Une bonne façon d'ailleurs de motiver des demandes d'augmentation de salaire, c'est précisément la nécessité de contrer des forces déflationnistes. Contrer la déflation, ça passe par des augmentations de salaire. Et puis, je voudrais également juste attirer l'attention sur le fait que j'ai parfaitement conscience que les propositions de monnaie hélicoptère, elles semblent radicales, hors cadre, hors traité, et que elles sont pratiquement pas entendables par la Banque centrale européenne. Mais ce que je constate aussi, c'est qu'en fait, ça permet vraiment d'aviver le débat monétaire. On voit bien en ce moment, tout le monde en parle, et ça a permis en fait de mettre sur la table le risque d'insoutenabilité des dettes. Et à force d'avancer dans ce type de débat, peut-être justement qu'on arrivera, alors non pas à la monnaie hélicoptère, mais peut-être qu'on arrivera à une solution de dette mutualisée, ou à une solution de dette perpétuelle. On sera très en dessous, mais il aura fallu pousser la porte très loin pour y arriver. Et si on l'avait pas fait,
eh bien, on n'arriverait pas à ces solutions intermédiaires. Ouais, je suis assez Donc, d'accord avec ça. Et c'est un peu la même chose avec l'annulation des dettes. C'est-à-dire que si on tout à fait, pouvait, ouais. enfin, toi, l'annulation des dettes, bon, on n'y arrivera probablement pas au niveau européen, mais si du coup ça permet, parce qu'on recevait hier Cécile Duflot, tu sais, qui préside Oxfam, et qui nous Oui, parlait des dettes sur les pays pauvres et les pays surendettés, notamment subsahariens, enfin les taux d'endettement absolument mais effarants et voilà les charges de la dette qui sont, je sais plus oui. le chiffre pour le Ghana, je crois que c'est 11 fois la charge de la dette, c'est 11 fois la dépense de santé du Ghana, quoi. Donc des chiffres qui Ouais, sont. Donc ouais. si ça permet de débloquer cette situation pour un certain Bien sûr. nombre d'autres pays, je pense que c'est Oui. aussi quelque chose d'important. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, écoute, j'ai l'impression que il n'y a Il n'y pas a plus d'autres personne? questions. Non, mais bon, Il y a combien de personnes c'est que connectées? c'est que tu étais claire et Il y a complète. combien de personnes? Écoute, il y avait 20, je sais plus à combien on a été. Je crois qu'on a été à 23 personnes, c'est-à-dire beaucoup beaucoup moins que d'habitude. Mais Ouais. voilà, je pense que tout le monde est sur l'actualité qui est quand même effectivement Ouais. vive, chaude. Mais on fera des comptes rendus détaillés. Hein, et d'ailleurs, j'en profite D'accord. pour remercier tous ceux qui sont derrière en train de faire des comptes rendus. Voilà, et on diffusera les comptes rendus par la suite. Ouais. Donc ça sera, hein, c'est ce que tu as plaidé ici, elle le sera utilement. Et vraiment, merci beaucoup du temps que tu nous as Merci de l'invitation. accordé. Et donc, ben, bonne continuation dans tes Merci combats. beaucoup. À bientôt, Isabelle.